Bonjour et bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Agriculture, élevage, communication, culture et même musique. C'est beaucoup pour une personne. Nous parlons d'entrepreneuriat. La belle chose, c'est qu'ils sont deux. Nous recevons pour vous aujourd'hui Abdourahim et Abdourahmane. Messieurs, merci d'être sur notre plateau. Merci à toi. Alors, Abdourahim, Abdourahmane. On va faire plus simple, on va faire comme notre grand-mère, Man et Him. Man et Him. Merci à la grand-mère, elle est bonne celle-là. Alors, je disais, vous êtes dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous êtes également, le cœur de votre métier, c'est également la communication. Abdourahim, si je ne me trompe, est également manager de plusieurs artistes ici sur la scène guinéenne. Donc dans la musique, dans la culture. Oui, beaucoup plus dans la musique, dans la culture. Beaucoup plus dans la musique, parce que la culture, c'est dans le sens large du terme. Comme on dit, on est deux, mais il ne faudrait pas aussi se disperser, mais beaucoup plus dans la musique. Chose sûre, c'est que vous contribuez d'une façon ou d'une autre avec tout ce que vous faites, toutes ces différentes casquettes que vous portez au développement. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'agriculture, pour commencer? Alors déjà, moi, j'ai un camarade qui me rappelait, il me dit, mais attends, depuis le lycée, tu n'as pas abandonné ton idée d'exploitation agricole? J'ai dit non, je n'ai pas abandonné. Ça, c'est il y a quelques mois quand je lançais la seconde levée de fonds. Il dit, mais tu t'es accroché à ça? Je dis oui, je suis accroché à ça. Alors, en fait, c'est d'abord une passion. Comme j'aime le dire, moi, traditionnellement, mes grands-parents sont d'abord des éleveurs et ensuite des agriculteurs. Donc, je pense que génétiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas refouler. J'ai ça dans le sang, c'est vraiment une passion. Et après, c'est comme tout entrepreneur, c'est saisir l'opportunité. Quand je fais des séances de partage avec des jeunes, je leur dis toujours, il faut avoir la passion, mais la deuxième chose aussi, c'est que il faut être raisonnable et voir est-ce que votre passion, ce que vous voulez faire, il y a des opportunités économiques là-dedans. C'est bien, la passion c'est bien, elle doit guider, mais d'abord la raison doit vous faire comprendre que ce dans quoi vous voulez entreprendre est économiquement rentable. On n'est pas un entrepreneur, c'est d'abord celui qui crée des entreprises qui sont rentables, que ce soit de la rentabilité économique ou de la rentabilité sociale. Donc c'est la deuxième chose qui m'a poussé. Donc on est allé dans l'aventure. Moi j'ai commencé pratiquement. La deuxième chose, c'est que c'est rentable. La deuxième chose, c'est que c'est rentable. Et la troisième chose, c'est qu'il y a véritablement, un besoin. Certains disent que l'éducation c'est la première chose pour développer une nation. Moi je dis d'abord donner à manger aux gens et ensuite ils verront comment aller à l'école. Donc voilà, c'était pour résoudre un problème, apporter une solution. Et nous, on aime ça, on aime identifier les problèmes et voir comment dans notre petit cercle on peut apporter des solutions. Alors ensemble, vous avez créé une coopérative avec ce nombre de personnes? On a créé une coopérative et on s'est retrouvés dès le départ, puisqu'on avait plusieurs activités, on ne pouvait pas mettre tout notre argent dans toutes ces activités-là. Comment vous avez fait alors, on a fait une levée de fonds. Et c'est le premier crowdfunding dans le domaine de l'agriculture. On a levé à peu près 15 000 euros pour démarrer l'activité sur l'exploitation. Et là, on est dans une seconde levée de fonds et on continue à investir. Qui a commencé en août. Qui a commencé en août 2017. Là, on a une année. CAPA a véritablement une année d'activité. On n'est pas encore rentable, mais... CAPA, qu'est-ce que c'est? Alors, CAPA, c'est la coopérative pour l'agriculture et la production animale. Donc, ce que nous essayons de faire, en fait, c'est qu'on essaie de créer un modèle de gestion d'exploitation agricole qu'on va essayer de redupliquer au niveau d'autres exploitations agricoles. Parce que nous, on est plus sur des exploitations agricoles de type familial, mais qui peuvent être rentables et qu'on essaie de pérenniser en apportant notamment un modèle de gestion de l'exploitation, en apportant un type d'activité qui permette de générer des revenus, en apportant une philosophie agricole. Je ne dirais pas qu'on est dans du 100% bio, je ne crois pas au 100% bio, je pense qu'on peut faire du 50-50. Donc, on essaie d'expérimenter tout ça. Donc, l'exploitation agricole sur laquelle nous sommes en ce moment à Kindia, qui est l'exploitation de Mangoya, est un laboratoire expérimental. J'aime le dire. C'est un laboratoire à Kindia, dans la région de Kindia.
Donc c'est un laboratoire, pour nous cette exploitation est un laboratoire d'expérimentation où on expérimente en même temps le modèle de gestion qu'on met en place, on expérimente le type de culture, le type de spéculation qu'on a choisi de faire. Alors là, particulièrement, on est concentré sur deux spéculations principales qui sont l'ananas et la banane. Et qui est, non, la banane consommée, la banane fruit. Oui. Et ensuite, saisonnièrement, on fait du riz pour éviter de laisser les bas-fonds non exploités. Et on essaie, là, on est en train de travailler sur un projet pour le maïs, parce qu'il y a réellement des opportunités sur le maïs. Et aussi, troisièmement, on travaille sur un élevage bovin. Alors, c'est beaucoup de choses. Hein, c'est beaucoup de choses, exactement, c'est beaucoup de choses. En un an. Oui, mais tout ne s'est pas mis en place. Et concrètement, si on doit parler de résultats, on a obtenu plus de résultats dans l'ananas et dans la banane. Vous pouvez nous parler un peu de chiffres ou de résultats pour qu'on comprenne concrètement? Alors, on avance en fait, on est en train d'avancer. En termes de résultats, quand je dis c'est en termes de surface cultivée, c'est pas en termes de récolte parce que quand vous prenez par exemple l'ananas, vous êtes sur pratiquement 2 ans. Le cycle c'est 2 ans et puis la banane pratiquement le cycle c'est sur 1 année. Là on va peut-être avoir au mois de novembre, je croise les doigts qu'il n'y ait pas de mauvaises conditions climatiques ou autre chose, on va avoir notre première récolte de bananes. Et puis on est en train de travailler sur un programme de multiplication de rejets parce que ceux qui par exemple ont tenté de se lancer dans l'expérience de l'ananas se sont rendus compte en fait qu'il y avait un problème d'accès au matériel végétal. Il n'y avait pas suffisamment de matériel végétal, donc, et que c'est la base pour faire la culture de l'ananas. Il faut avoir des rejets. Donc, on a fait des petites formations aux employés et on expérimente la multiplication de rejets. Et en 1 mois, déjà, on a réussi à produire 2000 rejets. Combien d'employés? Vous avez combien d'employés? Alors là, il y a 2 employés permanents. 2 employés permanents. Permanents. Et puis à Kindia, qui travaillent sur l'exploitation. Et vous avez une dizaine d'employés saisonniers, c'est-à-dire qui sont là en fonction des besoins en main-d'œuvre. Et c'est vraiment ces 10 employés qui sont difficiles à trouver. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de travail pour ceux qui... il y a du travail en fait, mais pas ce que les gens veulent faire comme travail. Sinon, réellement, on a un gros besoin. Il y a des choses à faire. Il y a franchement des choses à faire, surtout en milieu rural. Il faut juste avoir la volonté et peut-être créer aussi des conditions attractives pour ce type de travail. Alors Abdrahmane, moi je veux retourner sur la passion, ensuite le fait que vous avez une sorte de business plan, etc. Vous avez dit écoutez c'est rentable et vous êtes allé, mais vous avez mentionné le crowdfunding. Donc vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous donner l'argent parce que c'est une réalité, beaucoup d'entrepreneurs parlent de la difficulté du côté financement. Je pense que toutes les entreprises qu'on a lancées, on n'a jamais attendu que quelqu'un vienne donner de l'argent. On les a toujours lancées sous fonds propres. 2 fois, je me souviens quand on lançait Soukart, on a attendu... Quand vous lanciez... Soukart en fait c'est celle qui s'occupe de tout ce qui est culture, industrie créative. D'accord. Et notamment de la musique. Et Soukart, ça veut dire quoi? Juste... Alors, Soukart, c'est une contraction de mots. D'accord. Souk, c'est le préfixe de soukar, soukarong, donc c'est le préfixe. Dans toutes les langues, on a tous le même préfixe pour parler du sucre. D'accord. Dans nos langues guinéennes. Dans la langue guinéenne, dans nos langues locales. Donc art, c'est pour art. Pour moi, l'art, c'est vaste. C'est la créativité, ce qui représente la créativité. Et ensuite, au départ, quand on crée ce cadre, on ne savait pas exactement ce qu'on allait en faire. Donc, et ensuite, souk, c'est un peu... Ça remonte le souk marocain où on trouve un peu de tout, un peu, comment on appelle, tous ces parfums et tout ça. Donc c'est ce qui a donné Soukart en fait. Donc aujourd'hui, on est positionné plus sur l'industrie culturelle et créative, c'est-à-dire la musique et le divertissement. D'accord. Donc on essaie de développer, comment on appelle ça, des programmes autour de la culture et du divertissement. On va dire ça. Et vous dites que lorsque vous avez lancé Soukart, vous n'avez pas attendu non plus. On n'a pas attendu d'être financé. On a financé sous nos propres fonds
d'accord? C'est-à-dire que le peu qu'on avait, c'est sur ça qu'on a C'est financé. important de préciser que le peu que vous aviez, il ne faut pas forcément beaucoup d'argent. Il ne faut pas forcément. Moi, je pense que pour lancer une entreprise déjà, il faut être sûr de ce qu'on veut faire, d'accord? Réfléchir à son business plan, réfléchir, même s'il n'est pas écrit, mais réfléchir à au moins d'où on quitte et où on veut aller, d'accord? Si vous avez une vision claire de d'où vous voulez aller et avoir la volonté de faire les choses aussi, d'accord? Ne pas, pour nous, le financement, l'argent, c'est pas un frein, d'accord? C'est un moyen, mais ça ne doit pas être un frein à faire avancer vos projets. Donc au départ, on n'avait pas grand-chose, mais aujourd'hui, comme on a fait avancer les trucs, le travail nous a permis d'acheter nos propres caméras, d'acheter nos propres moyens de production. D'accord. Il ne faut pas oublier aussi que c'est qu'on est un petit peu le prototype de l'entrepreneur, je dirais, africain. C'est-à-dire qu'on est on est le type d'entrepreneur qui à la fois a sa société, mais qui travaille, qui vend ses compétences pour faire rentrer de l'argent. Donc, ces rentrées d'argent-là, on les organise, on organise notre trésorerie pour qu'on puisse financer notre train de vie personnel, et ensuite qu'une partie de notre épargne puisse servir à investir dans des projets porteurs comme Soukart, comme Kappa, comme d'autres projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc, en fait, comme je dis, c'est que si l'argent ne vient pas à nous, on va à l'argent. Il faut être déterminé. Exactement, on va à l'argent et on utilise cet argent de façon efficiente pour pouvoir financer nos propres projets. Alors, on l'a dit, le secteur de l'agriculture est rentable, mais est-ce que c'est le cas pour le secteur culturel ou le secteur de la musique? Depuis combien de temps vous avez lancé Soukart et comment cette entreprise se porte? On l'a lancé en 2011. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est dans une phase d'investissement. Mais comme je dis, quand vous lancez quelque chose ou que vous vous lancez dans un secteur, il faut y croire. Aujourd'hui, le principal problème au niveau des musiques aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune réglementation. C'est un problème de réglementation, un problème de loi, un problème, comment on appelle ça, de structuration de l'industrie musicale aujourd'hui. En Guinée et en Afrique, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 2% des ventes mondiales de musique. D'accord. Mais toutes les études, quand vous lisez les études des cabinets et tout, c'est le prochain marché de la musique. Aujourd'hui, toutes les majors essayent de s'installer en Afrique, essayent comment on appelle ça, de s'implanter en Afrique. S'ils s'implantent en Afrique, nous, en 2011, quand on lançait Soukart, aucune major ne voulait venir en Afrique. D'accord. Donc, si aujourd'hui, ils décident de s'installer en Afrique, c'est que quelque part, c'est un secteur porteur et c'est un secteur de croissance. Ils ont les experts qu'il faut, ils ont mené des études. Je pense pas qu'aveuglement ils s'installeraient en Afrique. Donc ça veut dire que pour nous, malgré l'absence de data ou de données, d'accord, on a eu ce flair-là. Et je suis certain que la musique et l'industrie du divertissement sera le prochain marché porteur en Afrique. Il faut que ça arrive et ça arrivera. Alors, au niveau de l'agriculture, Abdrahmane a mentionné que c'était difficile de trouver ne serait-ce que ces 10 personnes-là pour travailler de façon saisonnière. Et pour Soukart, quelles sont les difficultés? Les difficultés aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est au niveau même de la connaissance de l'industrie même, d'accord? De l'agrémentation. Les gens ne font pas peut-être la différence entre droit d'auteur et droit d'exploitation commerciale. Il y a énormément de difficultés au niveau de la compréhension de la propriété intellectuelle. D'accord, notamment de la propriété littéraire et artistique. Il n'y a aucune différence. Quelqu'un va jouer une production, d'accord, il va prendre ton son, le jouer dans une boîte de nuit et il ne pense pas que normalement ça génère des droits. On n'a pas le droit de faire ça normalement, de prendre le son. Alors on a le droit de le faire, mais il y a une contrepartie qu'il faut reverser aux sociétés de gestion collective. D'accord. Et aujourd'hui, les sociétés de gestion collective ne fonctionnent pas correctement en Afrique. D'accord. Aujourd'hui, il y a 3 pays en Afrique qui arrivent vraiment à collecter les revenus correctement, enfin, quasi correctement les revenus de droits d'auteur. C'est l'Algérie et l'Afrique du Sud en premier. Donc, les autres sont encore un peu à la traîne. Mais c'est juste un problème de vulgarisation des lois. C'est une éducation. Il faut éduquer les gens à savoir que la musique, quelque part, elle n'est pas gratuite.
D'accord. Et depuis 2011, il y a eu des succès, même si peut-être que l'entreprise n'est pas... Non, il y a eu des succès. Il y a eu des succès commerciaux, d'accord, notamment à Radijob, d'accord. Là, vous êtes le manager. Le manager et le producteur. Donc, c'est deux volets différents aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on signe nos artistes sur un modèle 360, c'est-à-dire que on va les signer en production et en management, d'accord. Et aujourd'hui, on développe la filière édition musicale qu'on est en train de développer aussi, parce que ce que je dis, c'est il faut aussi que les acteurs s'organisent. Aujourd'hui, moi, quand nous on commençait à faire de la musique, la seule personne peut-être qui nous a soutenus, c'est notre mère, parce que elle se disait non, je sais ce qu'ils font. Moi, c'est la seule personne qui n'a pas trouvé d'objection. Donc tout le monde disait non, c'est un métier de truc, comment on appelle ça, de fainéant. C'est parce qu'effectivement, lorsqu'on est en perdition, le malheur c'est que lorsqu'on est en perdition scolaire, on se tourne vers ce genre de métier pour comment on appelle ça, pour gagner son petit pain. Alors que c'est pas que le petit pain, c'est pas un métier qui donne que le petit pain. Il y a énormément de ressources comment on appelle ça, dedans. Et ce que je disais la dernière fois, justement, au niveau des droits d'auteur, c'est que aujourd'hui, si ne serait-ce que les restaurants on ne peut pas fonctionner sur le modèle européen. Même si on faisait payer au restaurant, au nightclub, un montant forfaitaire de 500 000 par mois, d'accord, et que on en a combien aujourd'hui de restaurants aujourd'hui et combien comment on appelle, de lieux qui diffusent de la musique, ne serait-ce que 500 000, ça génère au moins entre 2,5 milliards par mois comment on appelle ça, parce qu'on n'est pas sur la base de 5000 restaurants et tout sur toute l'étendue du territoire. C'est au moins 2,5 milliards de francs guinéens générés par mois en termes de droits d'auteur. Donc ce qui est plus que ce que la subvention, enfin pas la subvention, la redevance que l'État paye à l'ADI. D'accord, c'est beaucoup plus que ce que l'État. Mais il y a un problème d'organisation. Il faut organiser le secteur. Et ça, c'est aux acteurs de le faire. Rahman, alors pour ceux qui, comme vous, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que vous parlez de passion, et moi, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est important, la passion, mais aussi à vous entendre parler, c'est réfléchi. Vous êtes assis, vous avez pris le temps de réfléchir dans les différents secteurs, domaines dans lesquels vous voulez vous lancer. Les conseils aux jeunes, ou moins jeunes aussi, aux gens qui veulent entreprendre en Guinée. Alors, peut-être, moi, je pense qu'on donne suffisamment de conseils aux jeunes pour vouloir entreprendre. On veut faire de tous les Africains des entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Je pense qu'il faut leur donner véritablement les outils. Je disais récemment à un consultant, il me demandait pour toi si on devait corriger notre façon de faire avec... qu'est-ce qu'on devrait faire? Je dis, moi, j'ai été confronté à un problème. D'abord, je n'ai pas un background financier. J'ai la passion de l'entrepreneuriat, je n'ai pas de background financier, mais quand vous vous lancez dans ce domaine-là, vous êtes obligé d'avoir des notions de base en finance, en comptabilité, en management, ça c'est obligé. Vous avez fait comment? Comment on a fait? On a appris. Heureusement pour moi, il y a Google, il y a truc, donc je vais apprendre. Et jusqu'à présent, je prends des cours de comptabilité. Et des fois, quand j'ai des problèmes, j'appelle mon frère, je dis bon, où est-ce qu'on range telle dépense, dans quel compte? Parce que je ne peux pas me payer. Rahim est mieux en comptabilité que Rahman. Exactement. Donc il y a ça. Il ne faut pas juste apprendre aux gens à comment faire un business plan. Le business plan, ça ne suffit pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il a appris à faire le business plan, d'accord, il a lancé son affaire, mais après, il faut lui apprendre à gérer une entreprise. Il faut lui apprendre à prioriser les dépenses, à gérer sa trésorerie, à savoir que s'il achète une table plutôt qu'un ordinateur, quel est l'avantage, etc. etc. Et c'est le défaut des incubateurs. Toutes les formations auxquelles j'assiste au sein des incubateurs, c'est on apprend aux gens à faire des business plans. On ne leur apprend pas à devenir des entrepreneurs, à devenir des gestionnaires. Et je peux vous dire que c'est plus important de savoir où on met un franc que de savoir, de savoir comment faire un business plan. Et je peux vous assurer que la femme au marché, qui fait son commerce au marché, n'a jamais fait de business plan, mais elle sait quand est-ce qu'elle doit acheter sa marchandise, qu'est-ce qu'elle doit dépenser, qu'est-ce qu'elle ne doit pas dépenser. Elle sait gérer sa trésorerie, donc elle sait prioriser ses dépenses. Et ça, malheureusement, comment on appelle ça, les incubateurs ne l'apprennent pas ici, ne l'enseignent pas ici. Et on ne peut pas devenir entrepreneur en une session.
en une session de formation, c'est pratiquement impossible. Et je ne décourage pas les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais quand vous vous lancez aussi, n'attendez pas qu'on vous donne des formations. Formez-vous, apprenez, connaissez le métier dans lequel vous voulez vous lancer. Moi, je n'ai pas de formation d'agriculteur, mais aujourd'hui, peut-être pas pour toutes les spéculations, mais pour l'ananas, je peux donner j'ai 3 ou 4 notions dans le domaine de l'ananas et de la banane. Et je ne suis pas allé dans un centre de formation parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le financement, mais j'ai appris, j'ai consulté, j'ai discuté avec des gens, j'ai échangé. Et c'est ça l'entrepreneur pour moi. C'est celui qui, au-delà des simples compétences qu'il a, peut développer d'autres compétences. Je n'avais jamais fait de comptabilité, je ne m'imaginais pas en faire, mais aujourd'hui, je ne dis pas que je suis expert comptable, mais je fais une petite comptabilité. Et le jour où je prendrai comment on appelle ça, mes documents, mes fiches, et que je remettrai à un expert comptable, il peut traiter ma comptabilité et la rendre plus présentable, plus structurée. Donc il y a des petites notions de base qu'il faut développer chez l'entrepreneur, et si vous voulez être entrepreneur, c'est la première chose qu'il faut développer. Il faut développer vos compétences et ne pas attendre d'aller de session de formation, d'apprendre seulement le business plan. Le seul business plan, faire seulement le business plan ne fait pas de vous un entrepreneur. Ce qui fait de vous un entrepreneur, c'est votre passion, c'est votre capacité à vous surpasser, et c'est votre capacité à apprendre. Surtout apprendre. Surtout. Parce que si souvent, ce que j'entends, c'est que j'entends les gens qui sortent de l'université disent que j'ai fini mes études. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Raman, c'est clair. Moi, je remercie la grand-mère. Alors, merci d'être venu aujourd'hui dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Ce fut un plaisir de vous écouter. Merci de partager votre expérience avec nous. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Rahim et Raman Diallo. Ils sont dans la culture, dans la musique, dans l'agriculture, dans l'élevage également. Nous vous disons à bientôt dans un prochain numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat.